On a parfois l'impression que les cellules souches sont la réponse à tout. Guérison de toutes les maladies, régénération d'organes et même fabrication d'êtres humains. Elles peuvent tout faire. Je n'arrivais pas à y croire. Je voyais parfaitement. C'était extraordinaire. Avec les cellules souches, le problème est réglé définitivement. Je ne pensais pas obtenir ces résultats. C'était fantastique. Les cellules souches ont révolutionné notre connaissance du corps humain. Elles suscitent autant d'engouement que de crainte. Mais savons-nous vraiment comment elles fonctionnent? Comment elles ont été découvertes? Et à quoi elles pourraient servir? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une cellule souche? C'est une cellule capable de se renouveler et de fabriquer différentes cellules spécialisées. Ce sont elles qui nous permettent de fonctionner pendant toute notre vie. Tout notre corps est composé de cellules, les muscles, le cœur, la peau. Mais la majorité des cellules individuelles ont une durée de vie de quelques jours à quelques semaines. Le travail des cellules souches consiste à se diviser et se différencier afin de remplacer les vieilles cellules des différents tissus. Elles constituent la souche qui produit toutes les cellules du corps. En s'auto-renouvelant, elles lui fournissent chaque jour un stock permanent de cellules neuves. Les cellules souches sont présentes chez tous les êtres vivants, mais elles n'ont été découvertes qu'il y a une cinquantaine d'années. L'une de leurs caractéristiques est leur capacité à réparer l'organisme et à remplacer les cellules vieillissantes par des nouvelles. L'histoire et l'étude biologique des cellules souches remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On August the 6th, the Americans drop an atomic bomb on Hiroshima. The city is almost totally destroyed. C'est l'étude des ravages provoqués par les radiations qui a conduit à la découverte des cellules souches. En effet, les médecins et les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi les survivants de l'explosion finissaient quand même par tomber malades et mourir. The mother had no visible injuries and was nursing her daughter outside of the city when a month later, she herself became seriously ill. Quelles que soient les doses de radiation, le premier mécanisme affecté de façon mortelle est la production de cellules sanguines. At the end of 2 weeks, which was the critical period, burns and cuts which appeared to be curing suddenly worsened. Hemorrhage developed which could not be stopped. Many died, and the number of deaths kept mounting from day to day. It was very quickly learned that on s'est vite rendu compte que les gens mouraient très rapidement, en quelques semaines, parce qu'ils ne fabriquaient plus de sang. Et comme on ne peut pas vivre privé de sang, ils étaient emportés par une infection ou une hémorragie. Du coup, les spécialistes ont cherché à comprendre comment protéger l'organisme contre les effets nocifs des radiations. Dans le monde entier, les scientifiques se mobilisent afin d'enrayer les détériorations mortelles dues aux radiations. Ils décident alors de concentrer leurs recherches sur la moelle osseuse, impliquée notamment dans la fabrication des cellules sanguines. L'intérieur des os est constitué d'un tissu spongieux traversé de vaisseaux sanguins. Entre ces vaisseaux et l'os proprement dit, se trouve l'usine de fabrication des cellules sanguines.
Chez l'homme, les globules rouges ont une durée de vie moyenne de 100 à 120 jours. Mais les globules blancs, eux, ne vivent pas plus de 2 jours. Compte tenu de leur nombre dans chaque goutte de sang, il y en a une quantité astronomique dans le corps. Or, ils doivent être remplacés chaque jour. Ça veut dire que la moelle osseuse doit assurer quotidiennement une production énorme de cellules. Notre corps doit fabriquer 10 millions de cellules sanguines par jour et 2 millions de globules rouges chaque seconde. Inévitablement, les scientifiques se sont demandé qu'est-ce qui produit ces cellules sanguines ? Et la réponse est venue d'une expérience très élégante réalisée par 2 Canadiens, Thiel et McCullough. J'étais étudiant en médecine en 1961 et leurs expériences à l'époque étaient vraiment excitantes. Elles ont démontré que chaque cellule souche donne naissance à de nombreux types de cellules et qu'elle est capable de s'auto-renouveler. Leurs expériences consistaient à injecter des quantités différentes de cellules de moelle osseuse à des souris qui avaient reçu des doses mortelles de radiation. Ne restait plus ensuite qu'à établir quelle quantité de cellules il fallait injecter à l'animal pour qu'il survive. Les résultats étaient surprenants. En étudiant la rate, l'un des organes qui produit des cellules sanguines, les 2 chercheurs remarquent des amas étranges. Ils ont constaté que le nombre d'amas augmentait en fonction de la quantité de cellules injectées. Ils ont décidé d'analyser un de ces amas et ont mené une expérience absolument extraordinaire. Chacun de ces amas contient la plupart des différents types de cellules sanguines. Les 2 chercheurs ont alors une idée qui donne naissance à la biologie des cellules souches. Thiel et McCullough marquent individuellement toutes les cellules qu'ils injectent. Une semaine plus tard, ils dissèquent les amas. Ils constatent alors que chaque amas se compose de cellules filles issues d'une seule et unique cellule d'origine. Ils ont démontré qu'une seule cellule pouvait générer toutes les lignées de cellules présentes dans la moelle osseuse et le sang. Ensuite, ils ont prélevé les amas et les ont transplantés. Ils se sont aperçus que les amas se multipliaient. Ça voulait dire que les cellules étaient capables de s'auto-renouveler. La notion de cellule souche venait d'être découverte. Pour la biologie, c'était une véritable révolution. Cette découverte proprement dite, ainsi que leur conception extrêmement rigoureuse de l'expérience, ont posé les bases de la recherche biologique sur les cellules souches. Et par la suite, tous les spécialistes dans ce domaine sont partis de là. L'un de ces biologistes est Howard Green, chercheur à Harvard, qui travaille sur la peau. Il avait déjà montré que la peau suivait les mêmes principes d'organisation que le sang. Elle contient des cellules souches qui s'auto-renouvellent et créent des millions de cellules spécialisées. Howard Green a été le premier à les cultiver en laboratoire. En 1981, il reçoit un appel désespéré. J'ai été contacté par le directeur du Centre des Grands Brûlés de l'hôpital Shriners à Boston. On lui avait amené 2 petits garçons dans un état épouvantable. Ils étaient brûlés sur plus de 90% du corps. On ne pouvait rien faire pour eux. Les 2 enfants souffrent de brûlures au 3e degré. Autrement dit, les cellules souches situées dans la couche basale de l'épiderme ont été détruites. Or, ce sont les seuls capables de fabriquer de la peau. Howard Green et ses étudiants prélèvent alors d'infimes quantités de peau encore vivante sous les aisselles des 2 garçons, afin de cultiver leurs cellules souches en laboratoire.
Ma visite aux frères Selby a soulevé de grandes questions. Vous n'en avez sans doute jamais vu, mais les brûlures de ce type sont absolument abominables. Mais tout le monde s'est mis au travail. Tous les matins, on arrivait de bonne heure pour préparer le milieu nutritif des cultures, y mettre les cellules souches, puis préparer les greffons. Les expériences précédentes effectuées par Howard Green s'avèrent payantes. Il parvient à multiplier par 10 000 les cellules cutanées des deux garçons. On prélevait un morceau avec un forceps, on le déposait sur un support et on s'en servait comme d'un greffon. C'était la première fois qu'on faisait ça à une telle échelle. Au bout du compte, on a réussi à produire une quantité de greffons suffisante pour recouvrir entièrement le corps des deux enfants qui ont survécu. Il faudra 14 semaines avant que les différents greffons s'agrègent entre eux. Les cellules souches migrent vers les bords et prolifèrent jusqu'à ce que la peau ne forme plus qu'un seul morceau. Les jumeaux Selby sont sauvés. Malgré tout, ils n'ont pas eu une vie très agréable. On ignore encore comment amener les cellules souches à fabriquer des follicules pileux ou des glandes sébacées. En revanche, on avait appris qu'elles sont un élément fondamental pour la survie des tissus, face à la maladie et au vieillissement. Et désormais, on savait pourquoi l'homme vit plus longtemps que ses cellules individuelles. La science progresse parce que les chercheurs transmettent leurs connaissances à d'autres. Les scientifiques passent leur temps à tester les résultats de leurs collègues dans le monde entier, parce que la science est un domaine international. L'un des meilleurs exemples des applications en milieu hospitalier de la recherche sur les cellules souches se trouve dans le centre de l'Inde. Cet hôpital est l'Institut de l'œil LV Prasad à Hyderabad. Plus de 650 patients aveugles ont retrouvé la vue grâce à l'implantation de tissus cornéens cultivés in vitro à partir de leurs propres cellules souches. Plus de la moitié de la population mondiale d'aveugles vit en Inde. Le chirurgien Virender Sangwan et la chercheuse Geeta Vemuganti forment l'équipe la plus expérimentée de la planète dans le traitement des brûlures oculaires chimiques par greffe de cellules souches. Ces patients sont jeunes et en dehors du fait qu'ils souffrent beaucoup, ils sont en bonne santé. Ils sont juste aveugles ou presque aveugles. Geeta Vemuganti s'est inspirée des techniques mises au point par deux chercheurs italiens, Graziella Pellegrini et Michele De Luca. Anciens étudiants de Howard Green, ils ont démontré que les procédés développés pour la peau fonctionnaient aussi pour l'œil. Il a fallu 1 an à Geeta Vemuganti pour mettre au point des protocoles scientifiques fiables qui lui ont permis de cultiver des cellules souches cornéennes utilisables par son collègue chirurgien Virender Sangwan. Ces techniques vont peut-être sauver la vue de Mahesh, un lycéen de 17 ans brûlé par de l'eau de Javel. Mon accident m'a rendu aveugle des 2 yeux. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais très peur d'être seul. L'un des yeux du jeune homme a pu être sauvé en quelques semaines à l'hôpital local. Mais les médecins lui ont dit qu'il resterait aveugle de l'autre. Son seul espoir est l'hôpital ophtalmologique d'Hyderabad, à 10 heures de train de chez lui. Virender Sangwan commence par effectuer une biopsie des cellules souches de Mahesh, dont il se servira pour créer une nouvelle cornée.
Le résultat des 3 premiers cas a été extraordinaire. Pour les 2 premiers, en fait, j'avais peur que, en cas d'échec, les patients soient très déçus. Mais l'issue s'est avérée impressionnante. À l'origine, on avait eu l'accord pour 20 patients. Gita ne voulait pas aller au-delà, mais je lui ai dit « C'est impossible, les patients sont les premiers bénéficiaires, on ne peut pas s'arrêter là ». Et le directeur était d'accord. « Vous continuez, je mettrai tous les moyens nécessaires à votre disposition. » La renommée de ces nouveaux traitements a dépassé les frontières de l'Inde. Jan Ross est néerlandais. Il a été un des premiers patients étrangers de l'hôpital. Ça s'est passé en 1995. J'ai souffert d'un traumatisme oculaire chimique. Je suis allé me faire soigner à Rotterdam. On m'a prescrit des gouttes, mais ça n'a pas fait grand-chose. Alors, j'ai décidé de chercher une autre solution. Aujourd'hui, mes 2 yeux sont normaux, mais à l'époque, le gauche était complètement blanc. Après l'opération, je n'arrivais pas à y croire. Je voyais parfaitement. C'était extraordinaire. Et ça n'a pas bougé. Mahesh espère retrouver la vue de son œil gauche. Il va bientôt subir la première des 2 opérations nécessaires. Les cellules souches de son œil aveugle sont trop endommagées pour en réparer la surface. Le chirurgien va donc prélever du tissu sur l'œil droit. Puis il va cultiver les cellules souches jusqu'à ce qu'elles forment une couche assez large pour recouvrir entièrement la surface de l'œil abîmé. Les 2 interventions se font sous anesthésie locale. Je vais prélever les cellules souches qui devraient se trouver dans cette zone. J'ai fait une petite incision sur la partie supérieure du globe oculaire, la conjonctive, et je vais disséquer le limbe pour arriver aux cellules souches. Je vais inciser jusqu'à environ 1 mm dans la cornée pour avoir suffisamment de cellules, mais sur une profondeur de seulement 30 à 40 microns. Il n'aura aucun déficit de vision de ce côté-là. L'incision devrait cicatriser d'ici 2 à 3 mois et dans 1 an, on ne verra même pas qu'il a subi une biopsie. Voilà la petite bande de tissu qu'on va déposer sur le milieu de culture. On va la découper en tout petits morceaux avant de l'explanter sur une membrane amniotique. Comme vous voyez, la quantité de tissu est infime. Les laborantins doivent faire très attention. On prélève du tissu qui contient des cellules souches, puis on l'emporte au laboratoire et on le coupe en tout petits morceaux, à partir desquels on cultive les cellules souches. Bien que le fragment de tissu oculaire ait été extrait du corps, les cellules sont toujours vivantes. Appelé explant, ce fragment est le point de départ de la culture de nouvelles cellules. On le découpe en morceaux de plus en plus petits. Puis on dépose ces explants sur une membrane amniotique. Ensuite, les cellules commencent à se développer. Si le fragment est trop gros, les cellules mettent plus de temps à migrer du tissu vers la membrane. Elles ont tendance à flotter. En revanche, les fragments de petite taille adhèrent bien à la membrane, ce qui facilite la culture. Mahesh va rentrer chez lui, le temps que ses cellules se multiplient en laboratoire. Pendant ce temps, un autre patient, Sangram, est revenu pour la seconde intervention.
la greffe d'une couche d'épithélium cornéen, cultivée à partir de ses propres cellules souches. Tout est prêt pour l'opération. Si tout se passe bien, Sangram retrouvera la vue. Ici, les chirurgiens sont très bons. Je suis sûr qu'ils pourront me rendre la vue grâce à mes cellules souches. Si l'intervention réussit, il y a presque 100% de chances pour qu'il retrouve la vue après une autre greffe de cornée. Puisqu'on lui greffe ses propres cellules, il n'aura pas besoin de prendre des médicaments immunosuppresseurs. Il n'y aura pas de rejet. C'est une médecine très personnalisée. Sangram, हो गया भैया. आपको पता लगा कुछ? और बिल्कुल अच्छा हो गया है. 6 mois plus tard, Sangram a retrouvé la vue. En revanche, l'œil de Mahesh s'est infecté et la greffe a échoué. Mais Virender Sangwan et Gita Vemuganti étudient d'autres possibilités. C'est un exemple parfait de collaboration entre chercheurs et chirurgiens. Les scientifiques sont plutôt nerveux à l'idée de passer aux essais cliniques. Pourtant, le transfert des découvertes entre un laboratoire et un hôpital est capital pour améliorer le sort des patients. Il est extrêmement important que toutes nos cellules souches fonctionnent correctement, parce qu'on ne peut pas les substituer les unes aux autres. Les cellules souches du système sanguin ne fabriquent que du sang. Celles du cerveau ne font que des cellules cérébrales. Les cellules des tissus musculaires ne régénèrent que les muscles striés squelettiques. Idem pour le cœur. On ne remplace pas l'une par l'autre. Cette spécialisation est une des caractéristiques des cellules souches adultes, mais il existe aussi les cellules souches embryonnaires. Elles se forment dans l'embryon, quand celui-ci n'est encore composé que d'une centaine de cellules. Une boule à peine grosse comme une tête d'épingle, qu'on appelle un blastocyste. À l'intérieur du blastocyste se trouvent ces fameuses cellules souches embryonnaires très spéciales, parce qu'elles sont pluripotentes. Autrement dit, elles peuvent se différencier pour fabriquer n'importe quel type cellulaire. Pour les médecins et les chirurgiens, c'est un nouvel outil. Une source potentielle de cellules cutanées, musculaires ou oculaires, par exemple. Les cellules souches embryonnaires, ou ES, ont été découvertes plus tard que les cellules souches adultes par d'autres chercheurs. C'est en fait l'étude d'un type particulier de cancer qui a tout déclenché. Le tératocarcinome est une tumeur constituée de tissus hétéroclites et complètement désorganisée. C'est quand les choses se dérèglent qu'on peut voir comment le corps fonctionne. Mais pour faire le rapprochement, il faut comprendre ce qui se passe. En 1981, 2 scientifiques du nom de Martin Evans et Gail Martin étudient le tératocarcinome. La plupart des tumeurs cancéreuses sont des caricatures malignes d'un tissu. Les tératocarcinomes, qui se développent non seulement chez la souris mais chez l'homme, contiennent toutes sortes de tissus. Chez l'homme, par exemple, on peut y trouver des dents parfaitement formées. Ce sont des caricatures d'un embryon en formation. On soupçonnait déjà que ces tumeurs, ces tératocarcinomes, étaient constitués de cellules capables de différenciation. Après avoir démontré qu'une nouvelle tumeur pouvait être cultivée à partir d'une seule cellule, Martin Evans fait une découverte capitale. Je m'étais dit, un peu naïvement, si ce sont des cellules tumorales, je peux les cultiver. C'était l'occasion de cultiver des cellules capables de se développer en n'importe quel type de cellule de la souris.
Finalement, on est parvenu à obtenir la différenciation cellulaire, c'est-à-dire le développement en des tissus différents, aussi bien in vitro que chez la souris. Ça a été un véritable exploit, parce qu'il a fallu rediriger la tendance naturelle des cellules souches. Martin Evans a dû trouver un moyen pour que les cellules demeurent indifférenciées, de manière à ce qu'elles continuent à s'auto-renouveler et à créer des millions de cellules souches. Cela s'avère difficile. Les cellules veulent se développer et se différencier. Mais le chercheur parvient à inhiber cette capacité de différenciation jusqu'à ce qu'il sache comment les amener à former une nouvelle tumeur contenant tous les différents tissus du corps. Martin Evans a compris que ces cellules tumorales étaient presque identiques aux cellules souches embryonnaires, à la différence qu'elles se trouvaient dans le mauvais environnement. J'étais convaincu qu'elles étaient normales. Mais ce n'était pas l'avis général. Étant donné qu'elles provenaient de tumeurs, beaucoup de gens pensaient que c'était forcément des cellules tumorales. Moi, je pensais qu'elles se développaient parfaitement normalement. D'où cette question. Si on arrivait à les cultiver à partir d'une tumeur présente dans un embryon, pourquoi ne pas les extraire directement de l'embryon? C'est ainsi que nos travaux ont mené à la découverte des cellules souches embryonnaires. Martin Evans a compris une chose nouvelle. Les cellules souches d'un tératocarcinome suivent le même développement que les premiers stades du développement embryonnaire. Il décide alors de les prélever directement sur le blastocyste d'une souris. Quand on les a mis en culture, on savait exactement ce qu'on avait et ce qu'on voulait en faire. Étaient-elles toujours parfaitement normales génétiquement? Leurs chromosomes étaient-ils normaux? Oui. Pouvaient-elles se différencier en culture? Oui. L'utilisation de ces cellules pour fabriquer une souris vivante l'a prouvé de façon spectaculaire. Martin Evans a injecté des cellules ES indifférenciées cultivées in vitro dans un blastocyste. Il les a ensuite implantées dans l'utérus d'une souris. S'il avait raison, la souris se développerait normalement à la fois à partir des cellules ES cultivées et de celles du blastocyste. Et on retrouverait un mélange de ces deux types de cellules dans tous les tissus corporels. C'est ce qu'on appelle une chimère. Cette souris était-elle normale? Était-elle capable de se reproduire, ce qui constitue le test suprême? Oui. Martin Evans vient de découvrir les cellules souches embryonnaires. Cela lui vaudra de recevoir le prix Nobel de médecine en 2007. Martin Evans avait travaillé uniquement sur les souris. En 1998, James Thomson reprend les mêmes techniques pour isoler la première cellule souche embryonnaire humaine. Pour cela, il se sert d'embryons surnuméraires produits in vitro pour des couples stériles, grâce à une autre invention remarquable, la fécondation in vitro, ou FIV. Quand ces couples ont utilisé les ovocytes fécondés dont ils avaient besoin, ils peuvent choisir de faire don des ovocytes surnuméraires pour la recherche. Mais cela soulève des débats houleux. En Grande-Bretagne, le législateur décide que, puisque l'on juge acceptable de créer des embryons in vitro pour la fécondation humaine, il est également acceptable d'en utiliser certains pour des recherches susceptibles de déboucher sur des traitements médicaux. Sur le plan éthique, l'origine des cellules souches embryonnaires reste problématique. On a besoin d'embryons à un stade précoce pour prélever ces cellules souches embryonnaires. Mais tous les pays ne voient pas les choses de cette façon, ce qui soulève des difficultés légales et politiques. Pour certains, la question n'a pas lieu d'être. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres non. Rien ne peut justifier le fait de tuer une vie. Or, c'est exactement ce qu'on fait quand on détruit un embryon pour extraire ses cellules souches. Il faut toujours préserver la vie et défendre ce droit envers et contre tout. Est-ce que la vie d'individus déjà nés n'est pas au moins aussi importante que la vie présumée d'un ovocyte fécondé?
Pourquoi serait-il immoral de faire des recherches en prélevant des cellules souches embryonnaires pluripotentes sur des ovocytes fécondés ou des blastocystes stockés à l'hôpital, alors que ça pourrait permettre de soigner des maladies incurables pour le moment? Le Royaume-Uni ayant autorisé la recherche encadrée, le débat éthique s'est déplacé sur les applications. Les scientifiques et les médecins sont aiguillonnés par l'espoir de découvrir de nouveaux traitements médicaux grâce aux cellules souches embryonnaires. Et cet espoir semble se concrétiser. À Londres, le professeur Pete Coffey a mis en place une collaboration avec un hôpital. L'œil est un organe qui se prête particulièrement à la mise en pratique de nouveaux traitements, car c'est un système fermé, les cellules oculaires ne migrent pas vers le reste du corps. L'objectif de Pete Coffey est de soigner la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou DMLA. S'il y parvient, ce sera une avancée importante, car cette maladie touche une personne sur 4 de plus de 65 ans. Ces gens n'arrivent plus à lire un texte écrit. Il manque des lettres, parfois des mots entiers. Ça dépend de la gravité de la maladie. Il y a aussi la déformation des lignes droites. C'est un symptôme manifeste qu'il se passe quelque chose de très grave dans le fond de l'œil. Dans la majorité des cas, quand on montre à un patient une grille comme celle-ci, il verra l'image normale. En revanche, presque un quart de la population âgée de plus de 65 ans verra ce genre de distorsion. C'est une des manifestations précoces de la DMLA ou d'un problème qui touche le fond de l'œil. Il y a un nombre colossal de gens qui en souffrent. 500 000 cas graves au Royaume-Uni. La macula est une zone située dans la partie postérieure de la rétine. Pour l'instant, la DMLA ne peut se soigner qu'au prix d'une opération extrêmement douloureuse. Ce que vous voyez ici est une colonie de cellules souches embryonnaires humaines. C'est le matériau de base qui peut produire tous les types de cellules de notre corps. Et ces cellules qui sont autour forment ce qu'on appelle la couche nourricière. Elles produisent les éléments qui maintiennent les cellules souches en vie. Ces dernières se répliquent continuellement. Quand elles sont sous cette forme précoce, on peut les cultiver à l'infini. Plus besoin de courir après les dons d'embryons surnuméraires. Une seule lignée de cellules ES permettra de traiter une population clinique de plus de 28 millions de personnes. Autrement dit, les milliers de gens atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge pourraient retrouver la vue sans devoir passer par une opération. Ce que je suis en train d'étudier au microscope est un échantillon vivant de cellules qu'on a transformées en cellules oculaires. Les voilà, c'est ce qu'on appelle des cellules pigmentées. On a réussi à les produire dans une boîte de pétri. Ce sont elles que l'on va implanter dans l'œil d'un patient. Cette flasque est remplie de colonies de cellules souches embryonnaires humaines. Ces amas blanchâtres là. Cette flasque, pas plus grande que la paume de ma main, contient 10 millions de cellules. Pour recouvrir la macula, on en a besoin d'environ 60 000. Ça veut dire que là-dedans, il y a de quoi traiter entre 150 et 200 patients. Est-ce la première étape? Cultiver de nouveaux organes, réparer ceux qui sont abîmés, remplacer ceux qui ne marchent plus. Est-ce la nouvelle fontaine de jouvence? C'est une méthode de réparation du corps complètement nouvelle.
On pourrait traiter certaines maladies grâce à des greffes de cellules, à condition d'en avoir assez. Une fois qu'on maîtrisera parfaitement la différenciation des cellules souches embryonnaires, on sera en mesure de produire le bon type de cellules en grande quantité. Les recherches sur les cellules souches ont permis de découvrir un outil très intéressant. Un outil qui permet d'inverser le cours du développement biologique normal. Cet outil pourrait aussi nous éviter d'avoir recours aux blastocystes humains pour produire des cellules ES humaines. Médecin et chercheur, Shinya Yamanaka voulait trouver un traitement pour ses patients atteints de lésions irréversibles de la moelle épinière. J'étais chirurgien orthopédique. Je ne faisais pas de recherche sur les cellules souches à l'époque, il y a 20 ans. Mais j'avais de nombreux patients blessés à la moelle épinière. C'est parce qu'il n'existe aucun traitement que je me suis lancé dans la recherche fondamentale. Cette volonté d'aider ces malades l'a amené à réaliser une expérience remarquable qui a bouleversé nos connaissances en biologie. On savait déjà que chacune de nos cellules contient un élément qui détermine le type de tissu que la cellule va devenir, son identité. Cet élément, ce sont les gènes qui se trouvent dans le noyau. Le noyau d'une cellule contient 23 paires de chromosomes faits de longs brins d'ADN. L'ADN est divisé en sections ou gènes, lesquels donnent l'ordre à la cellule de fabriquer telle ou telle protéine, qui confère son identité à chaque cellule. Toutes nos cellules contiennent les mêmes gènes, mais dans une cellule cutanée, seuls les gènes qui fabriquent les protéines de la peau sont activés. Les gènes actifs se trouvent dans les régions désenroulées du chromosome. Tous les autres, ceux qui fabriqueraient un foie, un cœur ou une cellule embryonnaire, sont inhibés, bien empaquetés et stockés à l'écart. Shinya Yamanaka s'est demandé si une cellule demeurait obligatoirement bloquée dans un état différencié. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte qu'une cellule déjà spécialisée redevienne pluripotente? Est-ce que les mêmes protéines qui maintiennent la pluripotence des cellules ES ne pourraient pas reprogrammer l'identité spécialisée d'une cellule différenciée? Il a commencé par établir une liste de plus d'une centaine de protéines. Mais il ignorait si elles travaillaient seules ou en combinaison, ce qui débouchait sur plus d'1 million de variations possibles. À l'aide d'un programme informatique standard, il est parvenu à isoler les 24 candidates les plus probables. L'étape suivante a consisté à réduire le nombre de facteurs en fonction de ce qu'on cherchait. Sur les 24, on en a trouvé 4 qui s'avéraient essentiels. Shinya Yamanaka a isolé une combinaison de 4 protéines qu'on ne trouve normalement que dans les cellules souches embryonnaires. Et il l'a injectée dans une cellule cutanée. Suivant un processus qu'on ne comprend pas bien, ces 4 protéines ont alors déverrouillé les chromosomes et activé les gènes des cellules souches embryonnaires. Ces 4 facteurs ont permis de reprogrammer l'identité des cellules de façon à les transformer en cellules ES. Grâce à cette technologie, on n'a plus besoin d'utiliser des embryons. On peut obtenir des cellules ES directement à partir de cellules cutanées. Baptisées cellules souches pluripotentes induites, ou IPS, elles ont fait les gros titres des journaux dans le monde entier et valu à Shinya Yamanaka le prix Nobel de médecine en 2012. Professor Shinya Yamanaka, Kyoto, Japan, die Robert-Koch-Medaille. I thought it was the most fantastic
C'est la découverte la plus fantastique qui soit. Elle justifie ce qu'on a dit au peuple américain. Si on savait qu'un ovocyte ou une lignée de cellules souches embryonnaires contiennent des gènes capables de reprogrammer une cellule, les travaux qui leur semblent contestables le deviendraient peut-être moins. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que Shinya Yamanaka y soit parvenu avec seulement 4 facteurs de transcription. C'est une modification colossale dans le noyau, et pourtant ces facteurs suffisent. Ça a été une grande découverte. Il a été le seul à imaginer de reprogrammer une cellule différenciée avec juste une poignée de protéines. Il a réussi à les faire revenir en arrière, à les ramener au stade précoce de cellules souches. À partir de là, on a pu les utiliser pour en produire d'autres. C'est une idée extraordinaire. Shinya Yamanaka a démontré qu'il pouvait faire remonter le temps à une cellule cutanée, puis la convertir en n'importe quelle autre cellule du corps. Ma première réaction a été de me dire que c'était l'une des découvertes scientifiques les plus remarquables de notre époque. Elle a complètement bouleversé tout ce qu'on avait appris sur le développement biologique. On nous a toujours enseigné qu'il était irréversible et à sens unique. Une cellule souche engendrait une cellule mature, et une fois qu'elle était adulte, c'était terminé. En fait, c'était faux. Nos connaissances sur le développement étaient erronées. Celui-ci n'est pas immuable. Conclusion, nous devons être plus ouverts sur ce qui est possible sur le plan biologique. Ça ouvre la voie aux applications médicales des cellules souches. Les IPS sont un type totalement nouveau de cellules susceptibles d'apporter des traitements plus efficaces contre les maladies, voire de contribuer à la régénération du corps. L'une des différences principales entre les cellules IPS et les cellules souches embryonnaires, c'est que les IPS peuvent être cultivées à partir de cellules du malade lui-même. Par exemple, si on fabrique des cellules en vue d'une greffe, il n'y aura pas de rejet, puisqu'elles ne seront pas détectées par le système de défense immunitaire du patient. Pour la première fois, il sera possible de reprogrammer des cellules spécialisées, par exemple des cellules cutanées, en cellules cérébrales, en cellules productrices d'insuline ou en cellules cardiaques, ce qui permettra de traiter un patient sans risque de rejet de greffe. Les scientifiques sont convaincus que la création de cellules IPS marque le début d'une ère nouvelle. D'après eux, elles vont fournir des outils nouveaux pour l'étude in vitro des cellules malades et saines. Ainsi, on pourra tester sur des cellules humaines les médicaments contre la maladie de Parkinson notamment. Les chercheurs espèrent aussi découvrir pourquoi les cellules humaines meurent dans des cas de maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. En révolutionnant nos connaissances en biologie, les cellules souches ont aussi soulevé de nouvelles questions dans les domaines religieux, éthiques et politiques. Je voulais éviter d'avoir recours à des embryons humains.
Dans ce sens, c'est une réussite. Mais ce succès a généré de nouveaux problèmes éthiques. Shinya Yamanaka s'est rendu compte que les cellules IPS pluripotentes pourraient servir à fabriquer des spermatozoïdes et des ovules. En principe, il serait possible de créer un être humain à partir d'un morceau de peau. En théorie, c'est possible. C'est pourquoi il faut encadrer ce type de travaux. La tentative de Shinya Yamanaka pour résoudre un cas de conscience éthique, la destruction d'embryons, a été couronnée de succès. Mais elle a soulevé un nouveau dilemme. Désormais, on peut théoriquement créer des embryons humains à partir de cellules IPS. Alors, faut-il arrêter ces travaux? Il est déjà trop tard. Comme Shinya Yamanaka le dit lui-même, quiconque possède une formation de base en biologie peut fabriquer des cellules IPS. Personne n'a encore créé de spermatozoïdes ni d'ovules humains viables à partir d'IPS. Mais ça pourrait s'avérer utile pour les couples stériles. Je ne pense pas qu'on doive stopper les travaux sur la création de cellules germinales issues de cellules souches pluripotentes induites, car ça pourrait aider les individus stériles. D'un autre côté, il est nécessaire de réglementer ces recherches. C'est une question extrêmement délicate. Il faut ouvrir le débat entre scientifiques, mais aussi entre les scientifiques, les gouvernements et les citoyens. La science ne cesse de bousculer le statu quo. Partout dans le monde, les pays essaient de s'adapter au progrès de la recherche sur les cellules souches. Une des principales difficultés est l'accès aux traitements spécialisés. Avec l'expansion du tourisme médical, les patients n'hésitent pas à aller se faire soigner dans les pays qui les proposent. Si je rencontrais des gens qui souffrent de problèmes oculaires, je leur conseillerais d'aller en Inde. Je suis très impressionné par les structures qui existent là-bas. La réputation de l'hôpital choisi par Ian Ross n'est plus à faire. Mais nombreux sont les opportunistes prêts à tirer profit des patients vulnérables en leur proposant des faux traitements à base de cellules souches. Les malades doivent pouvoir s'assurer du sérieux de l'offre qui est faite. Les progrès ont été extrêmement rapides, mais pas toujours dans le bon sens. Certaines personnes peu scrupuleuses ont expérimenté des soins sur les malades pour leur soutirer de l'argent. Il est capital de ne pas utiliser des médicaments qui n'ont pas été testés. Bien sûr, face à quelqu'un qui est condamné de toute façon, on peut être moins à cheval sur les réglementations. Si c'est le seul espoir, ça vaut la peine d'essayer. La réglementation tient compte des travaux scientifiques, des exigences de sécurité et des considérations politiques. Aujourd'hui, les citoyens sont beaucoup plus conscients des implications de recherche clinique non réglementée. Mais c'est une arme à double tranchant. Les scientifiques n'auraient pas découvert les greffes de moelle osseuse ou de peau si les lois actuelles avaient déjà été en place. À l'époque où on a mené ces expérimentations, on n'avait pas besoin de demander l'autorisation à quiconque. Il n'y avait pas de commission hospitalière ni d'agence du médicament. On travaillait tout seul. 20 ou 30 ans plus tard, ça n'aurait pas été possible, parce qu'on aurait été complètement noyé sous la bureaucratie. Il faut trouver un équilibre entre les réglementations et la possibilité de progresser. Si les traitements ne sont pas au point, ils risquent de provoquer de gros dégâts. Or, c'est le contraire qu'on veut. Pour y parvenir, il faudrait arriver à mettre en place un processus très lent. Les progrès dans ce domaine ont été fulgurants. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent sur les cellules IPS humaines. En l'espace d'un an, les avancées ont été beaucoup plus rapides que ce à quoi je m'attendais.
La première lignée de cellules ES humaines a été créée en 1998 et les applications thérapeutiques ont vu le jour 10 ans plus tard. C'est extrêmement rapide. Est-ce lent? Est-ce rapide? Pour les patients qui attendent un traitement contre la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, cela semble désespérément lent. Pour les scientifiques qui veulent bien mesurer les implications des nouvelles découvertes, cela paraît beaucoup trop rapide. Une chose est certaine, il faut compter un minimum de 10 ans pour qu'une découverte passe du laboratoire à l'hôpital. Les gens veulent toujours savoir quand les traitements seront prêts, mais il n'y a pas de réponse. Ça dépend de la nature de la maladie, des expériences scientifiques et des résultats des essais cliniques menés dans le monde entier. Jusqu'où cela ira-t-il? Ce domaine de recherche et la technologie nouvelle des cellules souches pluripotentes induites vont peut-être susciter des idées et des objectifs nouveaux, y compris pour des maladies qu'on estime encore incurables. Les idées fondamentales sont parfaitement sûres. Dans de nombreux cas, leur validité a été démontrée par des modélisations animales. Par conséquent, on peut envisager une forme de thérapie humaine qui n'existait pas jusqu'à présent. Pour l'instant, on ne cultive que des structures en 2 dimensions. L'objectif est d'en créer en 3 dimensions pour fabriquer un organe. Cellules, tissus, organes, dans cet ordre. On apprend de nouvelles choses presque chaque jour sur l'organisation du corps humain et la façon dont il se régénère. Le propre de la science, c'est de faire des découvertes. Et par définition, une découverte est une chose qu'on ignorait avant. Et généralement, plus elle est importante, et moins on savait comment y arriver. On tâtonne dans le brouillard pour trouver un chemin qui mène quelque part. On essaie de trouver une idée qui se tient. Ça demande de l'imagination. Le moteur de la science est une curiosité fondamentale et un désir d'améliorer l'existence des hommes. Les chercheurs parlent d'imagination, mais la méthode et la précision sont tout aussi essentielles. La science fait bouger les lignes. La découverte des cellules souches et leur culture in vitro ont remis en question nos idées préconçues sur ce qui est naturel ou pas. À l'avenir, nous parviendrons peut-être à les reprogrammer à l'intérieur du corps, afin qu'elles le régénèrent après une maladie ou une blessure. Et qui sait, peut-être tiendrons-nous le vieillissement en échec.